Oui, bonjour à tous. Excusez-moi du retard, il y a un petit problème technique. Merci d'être autour de cette visio. Nous sommes 24. Donc, dans l'heure qui va passer, on va vous présenter un peu nos avancées concernant l'Institut du cancer et la démarche OECI. La suivante, je crois que c'est Thibaut qui a le... Thibaut, c'est vous qui avez le mail? Le diapo? Claire qui va passer les diapos. Alors, rapidement le programme de ce temps du jour. On va avoir le plaisir d'accueillir Valérie Quevreux, qui est cadre paramédical du DMU et qui a une grande expérience de la démarche d'accréditation de CARPEM Paris. Et donc, on va s'appuyer sur son expérience, notamment pour embarquer dans cette démarche euh, les cadres et les paramédicaux, et c'est vraiment fondamental. Ensuite, on aura deux PMS, celui de Tristan Kudenek, qui est donc Ambroise Paré, et qui, comme vous le savez, oncogériatre, et celui d'Adrien Joseph, qui est également Ambroise Paré, et qui a été très réactif avec son équipe pour nous présenter également le PMS soins intensifs et urgences. Donc, on compte environ une demi-heure pour Valérie Quevreux et un quart d'heure pour chacun des programmes médico-scientifiques. Voilà. La suivante. Donc, en deux mots, pour finir mon introduction, les démarches avancent. Comme on a pris un peu de retard, je ne vais pas être très long, mais actuellement, on est sur les thématiques prioritaires, c'est-à-dire les RCP. On va parler des chimiothérapies et notamment de la primo-prescription et du processus par service, ce qui veut dire qu'il va falloir vérifier l'habilitation de chacun des soignants et notamment des primo-prescripteurs. Parcours patient, gestion des compétences. La suivante. Voilà. Donc, ça s'est un peu accéléré. Pourquoi? Parce que on est censé faire un dépôt de candidature à la fin du mois d'avril avec au moins une lettre d'intention et déjà leur donner un certain nombre de données, et notamment les données des programmes médico-scientifiques, des données administratives pour lesquelles on remercie beaucoup nos administratifs qui ont beaucoup travaillé ces derniers jours pour nous donner une idée des budgets accordés à la thématique cancérologie, mais aussi à la recherche dans notre DMU. Donc, merci à Thibaut Robert et ses collègues. Voilà, donc on doit donner effectivement non seulement l'argent qu'on dépense, le nombre de personnels qu'on a, mais aussi en termes d'activités scientifiques, les essais cliniques et le nombre de publications. Et Antoinette Lemoine a préparé un tableau qu'on va vous faire circuler, qu'on va faire circuler surtout aux chefs de service, nous leur demandant de mentionner les publications 2023 et 2024 en les classant par impact factor, ce qui ne devrait pas demander trop de travail plutôt qu'une recherche sur Internet, on ne sait jamais si elle est tout à fait pertinente d'aller sur PubMed. Voilà. Et finalement, on va discuter quelques instants rapidement du fait qu'on sera peut-être capable de demander le Comprehensive Cancer Center plutôt que le Cancer Center. En deux mots, rappelez-vous, le Comprehensive Cancer Center, c'est plus ambitieux. Il faut dépenser plus d'argent pour le cancer dans un ensemble de centres qui s'en occupent et avoir un niveau de publication. Et on s'est aperçu avec Thibaut de Robert et les collègues qu'on est probablement tout près de demander ce Comprehensive Cancer Center qui est quand même un petit peu plus prestigieux et plus probablement dans ce qu'on peut faire. Nous partirons avec Antoinette Lemoine et Étienne Giraud le prieur à la réunion de soutien de candidature au CI qui aura lieu à Athènes les 11 et 12 juin. Et mon dernier mot, et je laisse la parole ensuite, c'est qu'il faut se mobiliser maintenant pour ceux qui n'ont pas encore vendu leur PMS et ceux qui veulent évidemment poser des questions dans ce domaine. Et surtout, voilà, il faut qu'on avance maintenant parce que l'heure est bientôt à la candidature. Et bien sûr, le projet ensuite va prendre toute sa place pendant l'été et l'automne, mais c'est maintenant qu'il faut s'y mettre. Voilà. Merci beaucoup. Donc, Valérie Quevreux, je ne sais pas si vous êtes en ligne. Oui, bonjour à tous. Merci, pour, cette invitation. Je suis avec, Yannick Ladéro, qui est le secrétaire, général de l'Institut Paris, CARPEM. Donc on va vous faire une présentation, de ce qu'on a fait. Alors vous allez voir que c'est quelque chose de très opérationnel. Voilà et je dirais que, on est, labellisé Comprehensive Cancer Center depuis 2022 et on est dans la démarche depuis, juin 2020. Je ne sais pas si vous voyez mon écran. Non, Ah!
Madame Richard, Oui, il faut que vous repartagiez votre écran, Madame Quevreux. Vous cliquez sur le partager ça le y est, c'est petit. bon, d'accord, ça y est. Hop. Excusez-moi, ces petits problèmes techniques. Merci, merci. C'est bon, tout le monde le voit? Oui, c'est bon. Très bien. Donc, comme je vous le disais, le GHU Paris Centre, a commencé à travailler pour l'obtention de la labellisation Comprehensive Cancer Center en 2020. Donc, 2020, ça rappelle des souvenirs à tout le monde puisque c'est, l'époque du covid. Donc en fait, on a commencé à travailler après la première vague, covid. Avec, donc des réunions de sites, et la difficulté que nous avions, à ce moment-là, c'est que l'OECI était très, très peu connu puisque nous étions le premier GH à se lancer, sur la PHP, dans l'obtention de cette, labellisation. Donc, moi, j'y suis rentrée, par une lettre de mission du directeur général de Paris Centre, qui m'a missionnée sur, les aspects, RH et gestion des compétences, donc les critères qui sont en lien avec, la labellisation, OECI. Donc très rapidement avec le board du CARPEM, la première chose que nous avons faite, c'était définir le périmètre de ce que c'était que l'Institut Paris CARPEM, puisque nous ne sommes pas un CLCC et que nous avons dans les différents services des activités qui ne relèvent pas, du cancer. Pourquoi c'était très important? C'est parce que ça nous a permis d'avoir un recensement exhaustif des cadres de santé, des cadres supérieurs et des DMU qui sont impliqués et imbriqués dans, l'Institut, Paris CARPEM. Nous avons ensuite, travaillé sur, le premier travail que nous avons fait, c'est sur, les missions cœur de métier, de l'encadrement, à savoir la gestion des ressources humaines et la gestion des compétences. Donc en fait, on est parti, des différents critères RH qui nous étaient, demandés et nous avons, réalisé un questionnaire qui était à destination des cadres de santé. Et des cadres de santé, pas les cadres supérieurs ni les CPDMU, c'était vraiment destiné aux cadres de santé de proximité. Nous avons, fait une communication, une première communication avec un webinaire pour, expliquer pourquoi nous faisions ce travail et puis, nous avons ensuite envoyé le questionnaire et nous avons donné un délai d'1 mois. Alors, j'ai marqué relance plus, on a eu une très grosse exhaustivité puisque un seul service n'a pas répondu, sur l'ensemble des services qui concourent, à l'Institut Paris CARPEM, ce qui nous a permis d'avoir des résultats solides et que nous avons pu exploiter dans chacun des services. Donc, ensuite, nous avons fait une réunion de synthèse et nous avons rendu ces résultats, au global de l'Institut Paris CARPEM. Pour pouvoir avancer et pour pouvoir avoir des éléments de preuve, qui sont demandés donc dans le cadre de la labellisation, OECI, nous sommes descendus au niveau des périmètres de responsabilité des cadres supérieurs et c'est là où nous avons travaillé vraiment en micro et en proximité avec les cadres de santé, avec une analyse que nous avons fait service par service, des points forts et aussi des axes d'amélioration qui étaient attendus. De cette analyse, on en a sorti une fiche de route individualisée par service et nous avons laissé, aux acteurs, 4 à 5 mois, pour recueillir les éléments de preuve et pour, être à l'attendu. Alors ça peut paraître, long et ça peut paraître compliqué, mais en fait, on s'est rendu compte que, de façon informelle, beaucoup de choses étaient faites, beaucoup de choses étaient réalisées et ce qui manquait, c'était une formalisation. Je donne un exemple, dans tous les services, qui concourent à l'Institut Paris CARPEM, nous avions, des livrets pour les nouveaux arrivants et ce qu'il manquait, c'était la formalisation des étapes d'évaluation, donc au début de l'intégration, au milieu de l'intégration et une grille à la fin de l'intégration pour savoir si les différentes compétences étaient attendues. Donc, nous n'avons pas demandé,
une harmonisation de ces différentes grilles ou de ces différents outils. Par contre, nous avons demandé à ce que ce soit des outils qui soient spécifiques et qui puissent se servir, que les cadres puissent se servir ensuite et les tuteurs dans les services. Ce travail, il n'a pas été réalisé seul. En parallèle, tous les 2 mois, on faisait des points avec la DRH et la DSAP, du GH pour l'état d'avancement et la synthèse finale et les éléments finaux, qui ont été, mis dans l'auto-évaluation, c'est vraiment un travail collégial avec ce qui a été fait par, l'encadrement, la DRH, la DSAP et la gouvernance de l'Institut, Paris Carpem. Donc, je vous ai dit déjà que on avait commencé par impliquer les cadres dans le cadre de la démarche RH. Et puis, ça nous a paru important de travailler aussi avec les équipes d'encadrement sur toute l'année où on a préparé le dossier. Donc, nous avons mis en place des webinaires mensuels pour l'encadrement et les paramédicaux. La gouvernance de l'Institut était présente systématiquement à ces webinaires et en fait, nous avons fait des webinaires en présentiel sur les différents sites, ce qui a permis d'apprendre à se connaître et à apprendre à connaître les équipes d'encadrement. Donc, je vous ai mis différents types de sujets que nous avons abordés avec les cadres dans la description des parcours patients, qui a été un gros travail et qui a été un travail en commun entre les médecins et les paramédicaux. Nous avons fait également un webinaire sur la constitution du comité des patients. Nous avons fait un webinaire sur l'implication des paramédicaux et ce qu'on attendait en termes d'éducation thérapeutique. Nous avons fait un webinaire sur l'expérience patient, la bientraitance. Il y a plusieurs exemples de ce que nous avons fait. Nous avons également en parallèle dans les services installé des plaques d'information comme quoi le service était membre de l'Institut Paris Carpem. Nous avons distribué des goodies, des tours de cou, des stylos, des cahiers et nous avons participé également aux différents bureaux de DMU. Dans lequel le Carpem est impliqué. Alors un point important, c'est que nous avons aussi beaucoup dédramatisé la démarche OECI qui pouvait être considérée comme un travail supplémentaire et en fait, nous l'avons vraiment mis en œuvre avec les passerelles de la certification HAS. Il y a beaucoup de choses qu'on fait via l'OECI qui sont communs avec l'HAS et donc c'était vraiment un travail sur la qualité pour rendre le travail des paramédicaux lisible et visible et formaliser ce qui est déjà fait en routine, en tout cas dans les services. Pour préparer la visite, donc là c'est pareil, nous avons beaucoup visité les différents services. Nous avons fait des communications avec des rencontres avec les équipes médicales, les équipes d'encadrement et les professionnels, avec une distribution d'un kit de communication, des kakémonos, un PowerPoint. C'était des rencontres d'1 heure qui étaient réalisées par 2 membres de la gouvernance. Et en fait, lors de ces échanges, ça nous a permis également d'identifier des professionnels qui souhaitaient ou qui pouvaient être audités lors de la visite. Donc ces professionnels, ça a été des infirmières, des cadres, des tech labos et des manipulateurs en radiologie. Et nous avons également, suite à ces différentes visites, choisi les services qui étaient visités en fonction des points forts de chacun et des envies de chacun. Enfin, juste avant la visite, donc nous avons fait un dernier passage dans les services qui ont été visités. Nous avons préparé les entretiens avec les paramédicaux et les cadres. Et puis, on s'était tous mis dans une boucle WhatsApp de façon à avoir une communication très fluide et très rapide. Et enfin, la visite, elle a eu donc lieu en décembre 2021. Nous avons obtenu l'obtention du Comprehensive Cancer Center en juin 2022. Et ça a été l'occasion d'aller aux Oncology Days à Valence en équipe, donc encadrement, infirmières, manipulateurs, médecins et la direction du GHU.
Donc, nous sommes certifiés Comprehensive Cancer Center depuis 2022. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Donc, en 2023, on s'est mis en pause parce qu'en 2024, nous avons eu les certifications HAS. Donc, nous avons repris un processus qualité. Nous avons néanmoins poursuivi les informations et l'implication des paramédicaux via la newsletter. On a réalisé un film. Dans le rapport annuel de l'Institut Paris-Carpem, il y a des portraits des professionnels. Sur le dernier, c'était une infirmière de recherche et un jeune chercheur. Nous avons repris les webinaires cadres en mars 2025 car nous sommes en train de reprendre le processus de réaccréditation puisque nous allons être visités pour la deuxième accréditation en décembre 2026. Et nous sommes en train de travailler sur 2 axes d'amélioration qui nous ont été pointés, qui sont l'éducation thérapeutique et la mise en place de formations innovantes pour les infirmières. Et donc, nous avons une journée de formation au mois de septembre pour les infirmières de cancérologie de l'Institut Paris-Carpem. Voilà. Si vous avez des questions. Écoutez, c'est remarquable. D'abord, un grand merci parce que je trouve que c'est extrêmement clair. Ça donne un peu le vertige. Je ne sais pas si les gens qui écoutent le webinaire ont cette impression. C'est-à-dire que c'est très, très bien fait et en même temps, on a l'impression que on est encore un petit peu loin de tout ça dans la réalisation, mais c'est un plan très clair et surtout, ce qui est impressionnant, c'est l'implication que vous avez avec tous les personnels que vous continuez à maintenir et à enrichir. Alors, des questions autour du webinaire. Il y a des gens qui veulent prendre la parole? Oui, bonjour. Sonia Morelec, je voulais juste poser une question donc à l'intervenante. Merci pour cette présentation. Est-ce que vous auriez le questionnaire et sur quoi vous avez questionné en effet les cadres au tout début de votre démarche pour faire votre feuille de route? Donc, je l'ai donné à Madame Pichon, hein, donc elle a le questionnaire. En fait, on a repris on a vraiment collé aux critères OECI en le décomposant en questions. Donc, ça va de l'évaluation des compétences, la période d'intégration, les fiches de poste également, avec la description des missions. Enfin voilà, donc l'évaluation annuelle, comment est-ce que les cadres évaluent au cours du temps les compétences. Alors, je vais être honnête, je pense que nous avons fait une erreur il y a 2 ans, mais Yannick me contredira si je dis, je pense que nous avons trop collé aux critères OECI. Alors trop, je m'explique, c'est que en voulant trop coller à ce qu'on nous demandait, on a été jusque-boutiste dans nos réponses. Et c'est-à-dire que par exemple, quand on a eu la synthèse, ou quand on a eu le retour des experts, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas mis assez en avant le travail alors je parle des paramédicaux, hein, voilà, des gens en transversal, le travail de coordination, le travail des IDEC, qui n'apparaît pas forcément dans la grille de l'OECI, mais qui en fait, lors de la visite, a été très remarqué. Donc, coller aux critères, oui. N'oubliez pas de dire tout ce que vous faites en plus dans les parcours, parce que c'est important et finalement, c'est ça qui est attendu. Yannick Ne vous Ladero, bridez pas, en fait. Voilà. je rajoute, c'est Yannick Ladero, donc je rajoute en effet, le référentiel n'est pas forcément adapté aussi à un CHU français, donc c'est pour ça qu'il faut vraiment, faut décrire ce qu'on fait et même si c'est pas dans les cases exactes ou dans les dénominations exactes, voilà, faut pas. Ceux qui vont analyser les réponses le comprendront et quand ils vont visiter, ils vont bien comprendre. Et donc voilà, faut décrire ce qu'on fait dans un CHU, enfin de la PHP, quoi. Voilà. Et il n'y a pas de question d'opportunité, on ne va pas vous dire c'est bien ou c'est mal ce que vous faites en fait, hein. C'est vraiment, ils sont là pour comprendre comment le parcours du patient se déroule. Il n'y a pas de jugement.
Et dernière petite chose, nous, on a été très surpris. Le rapport que nous avons rendu a été particulièrement disséqué et analysé. Et la pertinence des questions était vraiment c'était très pointu. Mais ça correspondait, en fait, on avait essayé de masquer, on a tous des axes d'amélioration, hein, des choses sur lesquelles il faut qu'on travaille. Et en fait, ils les ont trouvés, mais très rapidement. Mhm. Mm. Oui, j'ai une question, Valérie Gilles Ménager, je suis le directeur des soins de Paul Brousse. Oui. On a commencé à travailler le sujet avec la communauté paramédicale sur le GHU. Il y a un point qui est mentionné dans les attendus, c'est les habilitations niveau 1 et 2. Comment est-ce que vous avez traité ce sujet entre les infirmiers, justement, IDEC, infirmières d'annonce, etc., et les infirmiers en soins généraux qui sont plus polyvalents? Alors, très honnêtement, je ne me souviens plus. Il faut que je Ah. me je sais pas répondre à la question tout de suite, Dans hein. les attendus, ils évoquent des niveaux d'habilitation spécifiques en fonction des niveaux de compétences. Oui, donc en fait, alors on a la chance d'avoir beaucoup d'hématos et de cancéros. Et donc en fait, on a fait une différence entre les infirmières lors de leur première année d'exercice et ensuite. Ah, d'accord. Voilà. Qui a permis Et de classer entre 1 et 2 en quelque sorte, de manière. voilà, exactement. Et quand je vous ai dit que on avait trop collé aux critères, c'est-à-dire que par exemple, on avait à ce moment-là peu d'infirmières de pratique avancée, donc on les a mis bien évidemment en Deux. avant. Mm. Et on n'a pas assez mis en avant tout le travail de coordination qui est fait par les IDEC. Donc ça, c'est vraiment quelque chose enfin, faut pas faire comme nous, quoi. IDEC, IPA, infirmière d'annonce, c'est ça? IDEC, IPA, infirmière avancée, protocole de coopération. On avait sous-estimé ou alors on avait voulu trop bien faire. Et en fait, ils ont une vision beaucoup plus large. Donc n'hésitez pas à mettre ça en avant. Toutes ces missions transversales. Merci beaucoup. Je veux bien poser une question, Antoinette Lemoine. Je fais partie de la gouvernance de cette mission et je vous remercie parce que vraiment c'était très clair et surtout très moteur pour enfin voilà, pour initier cette démarche. J'aurais juste en aparté revenir sur les niveaux 1, les niveaux 2. Dans les laboratoires, en général, les niveaux 2, c'est des personnes qui ont un parcours qui leur permettent d'être des tuteurs. Donc, c'est un petit peu cette différenciation entre les nouveaux arrivants et ceux qui sont là depuis plus longtemps et qui peuvent faire du tutorat. Mais ma question, elle est un peu précise et ponctuelle. C'est les personnes qui vont être interviewées, enfin, elles vont être interviewées en anglais. Enfin, c'est juste un Oui, détail, tout à mais qui fait, sont oui. importants. Ouais, d'accord. Oui, oui, Donc, les interviews sont en anglais. Donc, enfin, nous, ça n'a pas été un critère de choix pour les professionnels s'ils parlaient anglais ou s'ils ne parlaient pas anglais, enfin, l'Institut Paris Carpem nous a mis à disposition un traducteur. Et puis, enfin, on s'est débrouillé en fait. Mais oui, oui, les interviews sont en anglais et exclusivement en anglais. d'accord. Merci. Est-ce que, alors à moins que quelqu'un d'autre ait une question, je reprends la parole une seconde. Est-ce que les cadres au début ont été un petit peu perdus dans la démarche, ou est-ce que, au sens où elles ont vite compris l'impact, le rôle et comment organiser les choses? En est-il Alors, qu'il y a eu des réticences ou des craintes au début? Alors, il y a eu bien évidemment des réticences. L'enquête RH, elle a été lancée en juillet 2020, donc on sortait juste de la première vague Covid. Ah ouais. Spontanément, l'adhésion n'a pas été franche et massive. Donc, il a vraiment fallu qu'on fasse un travail de terrain, oui, enfin. J'ai passé beaucoup de temps à rencontrer tout le monde, à expliquer, parce qu'encore une fois, en 2020, on ne savait pas ce que c'était qu'une labellisation EECI. Sur sa clé, maintenant, vous savez ce que c'est. Nous, on découvrait vraiment cette labellisation européenne qu'on ne comprenait pas beaucoup. Donc, c'est vrai que le travail de communication, il a été très important. Il a été fait avec les directions de soins de site.
Et il a été fait lors des rencontres. Voilà, donc j'appelais, je me déplaçais. Alors comme en plus on ne pouvait pas se réunir en grand groupe, bah, voilà, on a fait des rendez-vous et c'est comme ça, au fur et à mesure, en fait, que les cadres se sont appropriés la démarche et puis, il faut vraiment dédramatiser dans les secteurs ce qui est fait, pour l'intégration des nouveaux professionnels, pour, les compétences, enfin, ça répond déjà très grandement, à ce que demande l'OECI. Donc nous, ce qui nous manquait, c'était vraiment, une standardisation et j'aime pas trop ce mot, une formalisation des éléments, attendus. Mais, elles avaient déjà des fiches de poste, les intégrations étaient, organisées, il y avait des tuteurs, il y avait des livrets. Ce qui manquait, c'était, les grilles d'acquisition des compétences. Donc, on a travaillé, par service pour savoir ce qui était le plus adapté. Enfin, vraiment, ça a été un travail de micro et c'est comme ça qu'on a réussi à embarquer tout le monde, en fait. Et pas simplement les cadres, les paramédicaux, aussi. Bien sûr. Réponse très claire. Il nous reste 3-4 minutes. Est-ce qu'il y a d'autres gens qui voudraient parler? Oui, Géraldine, Valérie, je te remercie pour, pour ta présentation et merci aussi à Yannick et Regina qui sont connectés. J'avais juste une question, parce que je ne me rappelle plus très bien, mais l'implication des paramédicaux, mais plutôt support comme les diététiciennes, les rééducateurs, je ne me rappelle plus jusqu'où on était allé Non, sur... en fait, on n'a pas été jusqu'à ces acteurs-là, puisque ce sont des équipes qui sont, mutualisées. Donc, on est allé dans les laboratoires, on est allé, en radiologie et en radiothérapie pour ce qui concerne les MERM et sur les secteurs, d'hospitalisation, HDJ, consulte et hospitalisation conventionnelle pour, les infirmières et les aides-soignantes. Si je peux me permettre, Valérie, Oui. il y a eu des sessions organisées dans des salles qui n'ont pas été des visites pendant pendant la visite, mais c'était des sessions. Et il y a eu une session où il y avait notamment une diététicienne. Enfin, je ne sais plus quel était le thème de la session, mais Oui. on leur avait demandé des documents de preuve déjà, donc ils étaient impliqués, elles étaient impliquées. Et il y a eu une session où ils ont fait une session avec plusieurs thématiques, dont la diététique, où ils ont discuté avec les visiteurs, quand même. Mais on les avait associés dans le groupe d'auto-évaluation Et ils sur la étaient, thématique. oui. Je sais pas, Il y avait une thématique où il y Oui, avait une petite session. thématique où ils y étaient, oui, oui, oui. Mais Ouais. c'était, Et c'était on les a juste pas, sur ils ont, l'évaluation, en fait. pour l'évaluation, bah non, non, ils étaient pas, non. non, Ouais, c'est ça que je voulais savoir. Parce que non, je me rappelle bien dans les groupes d'auto-évaluation, mais Ouais, sur la oui, gestion des pardon. compétences, en tout non, cas, non, où est-ce non, qu'on était non, allé, non, ok. on n'avait pas été jusque-là, non, non. Par contre, sur leur Et pour fiche les de poste, infirmières, elles étaient étiquetées Institut du cancer. Non, en fait, dans les fiches de poste, on a donc tous les services avaient des fiches de poste, aussi bien au labo que dans les services d'hospitalisation. Ce qu'il n'y avait pas, c'était des fiches de poste pour des métiers transversaux. Donc, ça nous a permis ça a permis au service d'actualiser et de créer les fiches de poste qui manquaient. Et en fait, on a simplement demandé à ce qu'il y ait une phrase que le service concourt à l'Institut Paris-Carpem. Hmm. Voilà. et du coup, il n'y a rien pour les infirmières de bloc, enfin le personnel du bloc, Alors, il pour moi, on est, n'avait pas été jusqu'au secteur de bloc opératoire. d'accord, ok. Écoutez, vraiment, on a appris beaucoup de choses en peu de temps. Je ne sais pas si c'est l'impression de tout le monde. Peut-être qu'on vous re-questionnera parce qu'évidemment, quand on a quelqu'un qui a de l'expérience, enfin quelqu'un, un groupe comme vous qui avez de l'expérience, on est toujours avide, comme on l'a avec, quand on a les mêmes rapports avec les médecins, soit Gérard Zalkman, Pierre-Laurent Puig, qui ont vraiment partagé leur expérience et pour nous, c'est super important. Pas de Avant, souci pour vous aider. oui, ben, on vous réinterrogera. En tout Pas cas, de problème. merci à vous Merci beaucoup, d'être en tout cas. déplacés Au revoir. tous les deux, Merci beaucoup, hein. tous les trois, et puis on va continuer notre webinaire. Je peux poser une petite question? Ah, Christian Kiedenek a une Ouais, question. une petite question avant de prendre la main. Est-ce que vous êtes passé voir les services de gériatrie? À l'HEGP, oui, parce que le service d'oncogériatrie Ah était oui, c'est impliqué. là, ouais. Hmm, Oui. d'accord.
Et ben, Ok. c'est une transition toute trouvée. Ah, voilà. Temps. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Merci encore. Merci encore. Alors, Tristan Kudenek, tu te présentes peut-être et puis on te laisse. Alors, attention au temps, hein, parce qu'on a fini à la Ouais, nuit, donc je, on connaît plus parler. je suis toujours court, je parle toujours assez vite, donc ça va bien se passer. Vous voyez mon écran là? Très bien. Parfait. Donc Tristan Kudenek, je suis pas professeur, je suis docteur. J'ai vu le professeur tout à l'heure, je suis juste docteur. Je suis gériatre à Ambroise Paré. Je suis vraiment gériatre, mais effectivement j'ai une petite passion pour l'oncogériatrie. Et puis on nous a parlé donc des différents programmes médico-scientifiques pour ICOPS. Et dans ces programmes, si j'arrive à prendre la main, voilà, il y a un programme d'oncogériatrie, donc que j'ai eu la chance de coordonner. Donc assez rapidement, hein, quelques slides, pour ce qui est pilotage et structure de ce programme d'oncogériatrie, il y a 4 services de gériatrie sur notre GHU qui sont concernés assez directement par l'activité oncogériatrique. Donc je vous ai mis ici les 4 hôpitaux, donc Antoine Béclère, Ambroise Paré, Bicêtre et Paul Brousse, avec les gériatres qui sont référents sur cette activité oncogériatrique sur site. Et j'ai ajouté sur la ligne Ambroise Paré Stéphanie Benyaya, puisqu'on a une petite particularité sur notre établissement, c'est qu'on a une équipe mobile d'oncogériatrie. Et Stéphanie Benyaya est l'infirmière de cette équipe mobile. On a à côté de ces services de gériatrie, alors je peux citer bien entendu un docteur Élise Mercadier sur Antoine Béclair, docteur Solène Doublé sur Bicêtre, qui a une particularité sur notre GHU, c'est qu'elle est partagée entre le service de gériatrie de Bicêtre et l'IGR, donc un CLCC, et puis les docteurs Béraud Cholet et le docteur Wenou à Paul Brousse pour l'activité gériatrique, mais sur l'oncogériatrie. Et puis évidemment, on ne travaille pas tout seul dans notre coin, on travaille avec les services d'oncologie, de spécialité médicale et chirurgicale qui ont une activité d'oncologie adulte sur les 4 sites précédemment cités. Et j'ai cité 3 noms ici, mais qui sont les médecins qui ont participé à l'élaboration de ce programme. Et vous verrez la liste à la fin de ma présentation de l'ensemble des participants à ce programme. Et puis nos 2 CLCC, hein, du côté sud de notre GHU, l'IGR, et du côté ouest de notre GHU, l'Institut Curie Saint-Cloud. Alors, quelques éléments d'activité oncogériatrique. Donc, on parle de patients âgés de 75 ans et plus qui ont un cancer. Et là, les données concernent l'année 2023. Donc, vous voyez, c'est un peu plus de 10 000 séjours, dont un peu plus d'un quart sont en hospitalisation complète et le reste en hospitalisation partielle. Et un petit peu plus de 3 000 patients. Donc, vous avez ici la répartition sur les 4 sites évoqués précédemment en termes de séjours et en termes de nombre de patients concernés par cette activité. Et puis, je vous ai rajouté les chiffres pour Raymond Poincaré et pour Sainte-Périne, mais qui sont un petit peu à la marge par rapport aux 4 autres sites, avec une activité qui, pour 83%, concerne de l'activité médicale, donc d'oncologie médicale, un peu plus de 14% pour une activité chirurgicale et un peu plus de 2% sur de l'activité interventionnelle, avec 4 principaux motifs de séjour: l'appareil digestif, vous voyez, pour plus de 27%, l'hématologie, la dermatologie et l'appareil respiratoire. En termes de capacitaire sur nos structures, si on prend les différents sites, vous avez de façon systématique du court séjour gériatrique sur ces établissements, avec de l'équipe mobile gériatrique et de la consultation. Les chiffres qui sont entre parenthèses après équipe mobile gériatrique et consultation, c'est le nombre d'avis délivrés qui concernent directement l'oncogériatrie, avec chacun des établissements ont des particularités. Vous voyez sur Antoine Béclair qui est le premier, donc il y a 3 RCP, digestif, gynéco, hémato, des liens avec les unités de coordination en oncogériatrie, donc celle de Paris-Ouest pour Antoine Béclair et pour Ambroise Paré, et puis celle du Val-de-Marne Sud pour l'hôpital Bicêtre et l'hôpital Paul Brousse. Le rapprochement avec Curie pour Ambroise Paré et avec l'IGR pour Bicêtre et Paul Brousse. Et puis vous voyez nos différentes activités. Sur Bicêtre, on peut spécifier donc le poste d'assistant partagé de Solène Doublé entre Bicêtre et l'IGR. On peut parler également de la filière oncogériatrique qui existe entre Paul Brousse, Bicêtre et l'IGR, avec une bibliographie commune et une RCP commune, une RCP d'oncogériatrie. Et puis la particularité dont je vous ai parlé tout à l'heure sur Ambroise Paré, avec une équipe mobile oncogériatrique qui délivre les avis en plus des activités de consultation. À signaler également la participation, et je ne l'ai pas noté là, mais pour Ambroise Paré, on participe également à l'Oncorif, donc au réseau de cancérologie d'Île-de-France, sur le secteur oncogériatrique. Activité de recherche clinique, donc j'ai précisé ici les études qui sont en cours sur auxquelles participent les 4 services que j'ai évoqués tout à l'heure, donc beaucoup d'oncologie digestive, médicale ou chirurgicale. Le premier essai qui est en haut, Improve, c'est un essai pour essayer de montrer que chirurgien plus gériatre en oncologie digestive chirurgicale, ça fait mieux que chirurgien tout seul,
On attend les résultats, les inclusions, les 630 inclusions sont terminées, donc on attend d'avoir les premiers résultats. Et puis vous avez aussi une étude qui s'intéresse, qui est une étude d'hématologie, biotimaire, et une autre d'oncologie digestive, l'IFCT Elderly, qui est la dernière citée sur sur ce programme. Les perspectives, donc on s'intéresse à des patients âgés avec cancer, donc avec souvent des délais de prise en charge qui sont allongés, des parcours de soins qui sont plus complexes, des temps de consultation qui sont longs. Hein, donc c'est facilement des consultations d'une heure, hein, voire un peu plus, et survenue de complications plus fréquentes chez ces patients-là. Donc il a fallu réfléchir à la façon d'adapter les parcours de soins pour ces patients, les adapter à leur autonomie fonctionnelle, à leur autonomie cognitive, à leur fragilité, et puis en fonction également du pronostic du cancer ou des cancers qu'ils pouvaient avoir. Donc voici les perspectives d'amélioration de soins qu'on a proposées, hein, sachant qu'on a eu comme tous les autres un délai assez court pour s'organiser et pour répondre à ce programme. Mais déjà renforcer les équipes mobiles dans leur activité oncogériatrique. J'ai passé la slide assez rapidement, mais vous avez vu que les deux moyens les plus pertinents pour donner un avis oncogériatrique quand on est sollicité par les services médicaux et chirurgicaux, c'est les équipes mobiles et les consultations. Donc il faut probablement renforcer cette activité-là, renforcer le co-management avec les chirurgiens, mais c'est des choses qu'on voit beaucoup dans la littérature depuis quelques années maintenant, et on a pas mal d'espoir sur l'essai Improve pour avancer. C'est un essai multicentrique, contrairement à ce qui avait été proposé auparavant. Favoriser les parcours de préhabilitation en oncogériatrie, on en entend beaucoup parler pour l'orthogériatrie, un peu moins sur l'oncogériatrie, en tout cas sur la partie gériatrique de l'oncologie. Donc je pense que c'est un élément intéressant à prendre en considération. Renforcer les unités périopératoires gériatriques, là aussi on parle beaucoup de ces fameuses UPOG qui concernent surtout sur le plan national la chirurgie traumato et orthopédique. Et c'est un peu dommage parce qu'en fait, on a une vraie activité de prise en charge de patients chirurgicaux, chirurgie digestive, chirurgie vasculaire pour celles qu'on connaît sur Ambroise Paré, mais sûrement la chirurgie urologique dans les centres qui en ont ou d'autres encore activités chirurgicales. Donc c'est un domaine sur lequel il y a moyen de travailler probablement et de développer l'activité de nos unités de gériatrie. De renforcer les unités de SMR gériatrique à orientation oncologique. J'ai parlé aussi rapidement tout à l'heure de l'hôpital Paul Brousse, mais ils ont un secteur avec 6 lits qui sont dédiés en SMR à cette activité oncogériatrique. Donc probablement qu'il va falloir avoir des unités un peu plus orientées dans leur prise en charge, probablement sur Sainte-Périne aussi qui va ouvrir pas mal de lits à partir du mois de juin. Le fait de favoriser l'implantation des IPA et des IDEC pour optimiser la qualité et les parcours de soins. La territorialité, hein, on est un GHU qui fait partie de 6 GHT. C'est un élément important pour nos établissements et il faut continuer à travailler avec nos unités de coordination oncogériatrique qui, elles aussi, chacune, couvrent des territoires assez larges. Donc, il faut continuer à participer à cette activité, aux programmes de recherche qui sont montés par ces UCOG et à la diffusion des bonnes pratiques. Et puis, maintenir et renforcer les partenariats qu'on a avec les deux CLCC qui sont sur nos secteurs de chaque côté. Donc là, je pense qu'effectivement, on travaille bien ensemble. Il n'y a pas de raison qu'on s'arrête là sur cette activité. Et puis ici, vous avez l'ensemble des personnes qui ont participé à l'élaboration de ce programme, sachant que c'est un démarrage, c'est un peu un état des lieux de la situation oncogériatrique dans notre GHU, mais qu'il y a un petit peu de travail. Je vous remercie. C'est super, c'est très tonique, hein. Je ne sais pas si c'est comme ça quand tu vois les malades, mais ça pulse. Je parle un peu moins vite parce que sinon je les perds quand même. Non, non, tu as très gentiment fait tout en sorte qu'on ait le temps, parce que là, du coup, on peut poser quelques questions. Pour ceux qui veulent en poser, on se donne un temps de questions. Bon, là, t'es clair, pas de questions. Il y a un très gros travail. Vous avez une grosse collaboration avec les CLCC historiques. C'est dans quel sens? C'est-à-dire que vous avez l'impression que les CLCC traitent des patients âgés et que, bon, de certain temps, les protocoles ou les traitements sont un peu plus durs à supporter? Ou alors c'est vous qui allez vers les CLCC, sinon il y a des sens de fonctionnement? Alors moi, je peux te parler je connais moins bien l'IGR, mais je peux te parler de celui de l'Institut Curie. Ouais. Curie Saint-Cloud, il y a un fonctionnement. Alors, il y a des gériatres et à Curie, il y a deux gériatres à Curie Saint-Cloud, et puis on est plusieurs à s'intéresser à la thématique sur Ambroise Paré. Il y a une collaboration historique et Frédéric Péchaud est connecté, elle pourra en parler, mais qui concerne l'oncologie digestive médicale et chirurgicale et interventionnelle, où par convention de fonctionnement, les RCP sont faites sur Ambroise Paré, la chirurgie est faite sur Ambroise Paré, la radiologie interventionnelle est faite sur Ambroise Paré, et la radiothérapie et la chimiothérapie est faite sur
Curie-Saint-Cloud. Donc il y a vraiment un fonctionnement, je pense, win-win sur ces activités-là. Ça fonctionne très bien. Les oncologues de Curie viennent aussi consulter ici sur Ambroise Paré. Enfin, il y a vraiment une harmonie de fonctionnement. Vu de ma casquette de gériatre, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui fonctionne bien, et y compris de gériatre à gériatre avec les gériatres de Saint-Cloud, sans difficulté particulière. Super. Peut-être un commentaire de Frédéric Péchaud, si elle est là. Oui, je ne sais pas si vous m'entendez. Ouais, Merci on t'entend. Frédéric, on t'entend très bien. Oui, oui. Ouais, oui, bah merci Tristan pour cette présentation. Oui, c'est vrai que je me suis connectée, j'ai pu. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Et effectivement, on attend les résultats d'Improve. Non, la fluidité, bah, c'est vrai qu'on partage un peu en fonction de où seront les patients, s'ils sont vus sur Ambroise Paré par l'équipe de Tristan ou éventuellement, s'ils ont une chimiothérapie d'emblée vue par l'équipe de Cindy et les gériatres de Curie. Donc, voilà, ça fonctionne bien que ça ne soit pas du tout sur le même site, mais c'est pas loin. Et puis surtout, il y a une fluidité au niveau des médecins. Et je partage l'avis complètement de Tristan, mais ça sera notre projet. J'espère qu'il verra le jour avant qu'on s'en aille. C'est d'avoir quand même une unité de gériatrie. Je suis absolument persuadée que le co-management, c'est vraiment l'avenir pour les personnes âgées et qu'il faudrait qu'on ait des lits dédiés pour que nos patients opérés, ça fonctionne bien avec Improve. Effectivement, on va avoir les résultats, mais ça a bien fonctionné. Et c'est vrai que ça serait bien, je pense, dans les services où on a la chance d'avoir des équipes de gériatrie motivées, de travailler ensemble, quoi. Parce qu'on n'a pas la même vision, on n'apporte pas la même chose, mais on est très complémentaires. Voilà ce que j'avais à rajouter. Ah, c'est remarquable. Et puis, en tout cas, merci pour le PMS qui est vraiment tout à fait exemplaire et qu'on va diffuser pour ceux qui voudraient avoir un peu d'expérience de comment faire un bon PMS. Je vais bien poser une petite question sur Oui, l'impact du nouveau bâtiment à Sainte-Périne. Ah, Il va être construit, si j'ai bien compris, Ah, il est avant la construit, hein. visite. Il Oui, est enfin, construit. il va être ouvert. Il sera ouvert. Il va Alors, être ouvert, vous savez qu'il est sorti opérationnel. voilà, depuis 2 ans maintenant, il y a eu des problématiques de construction, notamment sur la construction de l'arrivée d'eau, en fait, avec une eau qui arrive propre dans l'établissement et qui devient contaminée avec des bactéries à la sortie dans les lavabos. Donc, la problématique, elle est là depuis presque 2 ans. Alors, il n'y a pas eu que ça, mais ça, c'est comme le cœur du problème. La décision a été prise, arbitrée au niveau du GHU, d'ouvrir le bâtiment, de recevoir le bâtiment, donc les travaux, et d'ouvrir à partir du mois de juin. Alors, ça ne va pas être ouvert en totalité parce qu'il va y avoir des travaux qui vont continuer, donc ils vont ouvrir la moitié des étages, en fait, ils vont faire par demi-étage. À partir du mois de juin, ça va prendre un petit peu de temps. Ça fait une ouverture de lits de court séjour gériatrique, de soins médicaux de réadaptation et notamment de soins médicaux de réadaptation spécialisés, hein, parce qu'il va y avoir du SMR plaie cicatrisation, du SMR périopératoire, du SMR post-AVC. Donc on a un certain nombre d'activités qui vont se développer et puis du SLD aussi qui va augmenter son capacitaire. Donc sur le bâtiment, sur le nouveau bâtiment. Ce sera surtout, c'est Mirabeau, je cherchais son nom parce que l'autre c'est Carpo. Sur Mirabeau, ce sera surtout de l'activité de SLD et l'UCC qui y sera, donc la psychogériatrie. Mais il va y avoir des rocades, donc pendant un petit moment, les activités vont être un peu chamboulées sur les différents lieux de Sainte-Périne. bon. Mais l'impact, il va exister à moyen terme sur l'aval du court séjour, l'aval du SMR et du SMR périopératoire notamment, donc pas forcément sur l'oncologie stricto sensu. C'est pas forcément une thématique qui a été fléchée initialement, mais ça peut l'être en devenir, hein, sans problème. Ok, Non, mais il faudra merci qu'on beaucoup. soit Je crois qu'il vigilant. faut Merci. vraiment qu'on passe la parole. Merci en tout cas, Tristan, pour ton intervention Avec précieuse plaisir. et de dynamique encore une fois. Oui, parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps, donc on va passer la parole à Adrien. Je ne sais pas où est-ce qu'il est. Je Et le voilà. Alors, on va passer de l'oncogériatrie à l'urgence et la réa. Adrien, à toi. Oui, je partage mon écran. Est-ce que c'est bon pour vous? Parfait. Super, merci beaucoup. Donc, je m'appelle Adrien Joseph, je suis PHU en réanimation à l'hôpital Ambroise Paré. Donc, je vais vous présenter le programme Nico-Scientifique 17 qui porte sur les soins intensifs et urgences. Et donc, dans le comité de pilotage avec moi, il y a le professeur Xavier Monet de Bicêtre, Cyril Charon qui travaille également à Ambroise Paré et Delphine Atia des urgences d'Antoine Beckler.
Donc, les services de soins critiques du GH, il y en a 6. Il y a les 2 services de Bicêtre, celui du professeur Monet, de médecine intensive réanimation, et la réanimation chirurgicale du professeur Arroy. Il y a la réanimation de Paul Brousse et d'Antoine Becler, celle de Raymond Poincaré avec le professeur Hanan, et celle d'Ambroise Paré. Donc 6 services de soins critiques. Au total, donc en termes de capacitaire, ça représente 123 lits de soins critiques, 2 tiers de lits de réanimation, 1 tiers de lits de soins intensifs polyvalents, avec 10 personnels universitaires titulaires, 23 PH, 10 chefs de clinique, 10 assistants, 39 internes par semestre, et entre 450 et 500 personnels paramédicaux. Donc beaucoup de personnel et beaucoup de passages également, parce qu'on a 7330 patients par an qui passent par les services de soins critiques du GH. Parmi ces 7300 patients, il y a 14% de patients atteints de cancer. C'est des chiffres qui sont fournis par le département d'informatique médicale et qui sont des chiffres qui incluent les cancers actifs sous traitement. Parfois, dans la littérature, on voit des chiffres beaucoup plus élevés, de l'ordre de 25-30%, mais qui incluent les cancers en rémission ou non traités. Donc, on a 14% de patients en cours de prise en charge pour un cancer, seulement 2% d'hémopathie maligne, 12% de cancers solides. Et parmi les cancers solides, on a une large majorité d'oncologie digestive. 57% des cancers solides sont les patients d'oncologie digestive. Ensuite, il y a un recrutement d'oncologie du système nerveux central, notamment périopératoire. Et ensuite, ça se répartit entre toutes les autres localisations tumorales. La place des soins critiques au sein de l'Institut du cancer et au sein des parcours des patients d'oncologie, de façon plus générale, c'est la prise en charge des complications inaugurales au diagnostic, la prise en charge périopératoire également, avec une des spécificités du GH qui est le volume de transplantation hépatique de l'hôpital Paul Brousse, et la prise en charge des complications, alors les complications intercurrentes, que ce soit un sepsis, une embolie pulmonaire, les complications du cancer et celles du traitement. Et là aussi, une particularité du GH qui est la prise en charge des complications de la radiothérapie par l'oxygénothérapie hyperbare dans le service du professeur Hanan à Raymond Poincaré. Globalement, c'est à peu près, dans la littérature, 5% des patients atteints de cancer qui sont admis en soins intensifs au cours de leur prise en charge, avec des admissions qui se concentrent dans la première année et surtout dans les 6 premiers mois qui suivent le diagnostic de cancer. Alors, on n'a pas de RCP à proprement parler en soins critiques. On a par contre aussi une prise en charge des patients en dehors de ceux qui sont admis directement en réanimation. On a aussi une prise en charge un peu hors les murs, avec la participation en tout cas des décisions éthiques. Par exemple, à Ambroise Paré, il y a une cellule d'aide à la décision et à l'orientation qui se réunit 2 fois par semaine et qui décide dans les cas complexes, de façon multidisciplinaire, de l'intensité thérapeutique à apporter aux patients. Ça ne se limite pas aux patients d'oncologie, mais l'oncologie y occupe une place prépondérante. Et ensuite, on a aussi des conventions extérieures, la réanimation d'Ambroise Paré et la réanimation de recours de l'Institut Curie Saint-Cloud de René Huguenin. Il y a une réanimation à l'Institut Gustave Roussy, mais je sais que les patients de Gustave Roussy peuvent aussi fréquemment être admis à Bicêtre en réanimation. Pour ce qui est de la recherche clinique, il y a 65 essais ouverts dans les 6 services de soins critiques du GH. Ça va donc du PHRC multicentrique à l'étude de cohorte monocentrique. C'est des études qui sont en grande majorité académiques et vous voyez les centres d'intérêt, on va dire, historiques et majeurs des services du GH, c'est surtout l'hémodynamique, le sepsis et les pathologies. Mais pour autant, il y a des vrais recoupements avec la recherche en oncologie. Par exemple, on avait publié il y a quelques années une cohorte de patients qui étaient admis pour des toxicités des immunothérapies. On avait montré que le nombre de patients admis, donc c'était une cohorte multicentrique avec notamment l'Institut Gustave Roussy, l'hôpital Ambroise Paré, et il y avait aussi Pompidou et Saint-Louis. On voyait que ces admissions étaient croissantes depuis les mises sur le marché des immunothérapies, que les immunotoxicités, elles intéressaient à peu près tous les organes et différents types tumoraux, mais le message principal, c'était surtout que les immunotoxicités, quand il s'agissait effectivement d'immunotoxicité, par opposition aux
aux événements intercurrents et aux événements liés à de la progression tumorale, les immunotoxicités étaient liées à un taux de survie qui était plutôt bon et à une possibilité de survie à long terme. Donc, c'est des résultats qui plaidaient pour une admission large des patients suspects d'immunotoxicité. Là où les thématiques de recherche en soins critiques se recoupent également avec l'oncologie, c'est pour tout ce qui est cardio-oncologie. Donc, ça occupe beaucoup nos confrères cardiologues, mais c'est aussi des sujets qui nous intéressent. Et on a des protocoles en cours sur l'impact de la chimiothérapie cardiotoxique sur la réponse cardiaque au sepsis. Et il y a aussi de la recherche dans les services de soins critiques du GH sur la gestion hémodynamique périopératoire. Et par exemple, les publications de nos collègues de Paul Brousse sur la gestion périopératoire des chirurgies hépatiques majeures, c'est des patients qui concernent beaucoup de chirurgie oncologique. En termes de recherche translationnelle, il y a différentes équipes de recherche qui sont affiliées au service de soins critiques du GH. Il y a le Centre d'épidémiologie et de santé des populations, l'équipe du professeur Anand d'études de la réponse neuroendocrine au sepsis, l'équipe dynamique, donc la dysfonction d'organes et microcirculation de Bicêtre, et physiopathogénèse et traitement des maladies du foie. Surtout dans le GH, il y a plusieurs services de soins critiques qui participent à la FHU Sepsis et plus récemment à l'IHU Prometheus, donc une IHU qui est dédiée à la lutte contre le sepsis. Mais là encore, il y a un vrai recoupement puisque l'IHU a pas mal de thématiques immunologiques et que l'immunologie de la dysfonction immunitaire liée au sepsis et les dysfonctions immunitaires liées au cancer, il y a beaucoup de parallèles qui sont faits, donc il y a un recoupement avec des thématiques de recherche liées au cancer. Voilà, et je finis avec quelques perspectives. Donc, dans le cadre de l'IHU Prometheus, on espère beaucoup de collaborations scientifiques et des beaux projets de recherche clinique et translationnelle qui peuvent donc avoir aussi un chevauchement, comme je disais, avec l'oncologie. À l'hôpital Bicêtre, il y a un élargissement du plateau technique qui est prévu avec une augmentation de l'activité interventionnelle pour 2027-2028. Pareil pour la réanimation de Paul Brousse qui va accroître son capacitaire et s'affilier à une équipe de recherche dédiée plus insuffisance hépatique aiguë. Et à Ambroise Paré, il y a comme perspective et même comme actualité, parce que c'est le cas depuis 2 mois maintenant, l'hôpital Ambroise Paré et la réanimation de recours des patients qui reçoivent des carticelles pour des lymphomes à l'Institut Curie-Saint-Cloud. Et potentiellement, si les indications de carticelle s'élargissent, peut-être pour de l'oncologie solide dans un avenir plus ou moins proche. Voilà, je vous remercie pour votre attention. C'est absolument super. On a eu 2 super présentations de PMS. Merci beaucoup, Adrien. C'est très clair. Et puis surtout, tu n'as pas perdu le fil qui était que nous, on est en train de parler de cancérologie. Et donc, il y a peut-être des questions là. Il nous reste peu de temps, mais c'est toujours le temps pour des questions. Une chose que tu n'as peut-être pas abordée, mais on l'avait discuté tous les deux, c'est on a parlé des patients qui passent chez vous en soins intensifs parce qu'il faut une complication d'une immunothérapie, d'une aplasie, etc. Un mot simplement sur les patients dont c'est le prémo-diagnostic, si je puis dire. Ils arrivent aux urgences parce qu'ils ont un ictère avec de la fièvre, parce qu'ils ont des rectorragies sévères, etc. Vous avez une idée du nombre de malades dont on fait le diagnostic après le passage aux urgences? Puisque maintenant les généralistes sont un peu plus durs à retrouver autrefois. Oui. Oui, malheureusement, ce n'est pas des données très faciles à extraire par le DIM. Donc, on n'a pas pu avoir cette donnée-là. C'est vrai que ça aurait été intéressant d'avoir sur le nombre d'admissions de patients d'oncologie, le nombre qui était lié à un primo-diagnostic, le nombre qui était lié à des complications. On n'a pas pu avoir ces données-là. Je ne sais pas, ça doit dépendre probablement beaucoup des services. Je dirais que nous, d'expérience, c'est à peu près un tiers des admissions d'oncologie qui sont liées à un diagnostic, un quart, un tiers, pas plus. Sinon, c'est beaucoup de complications des traitements surtout, et de Ouais. gestion périopératoire. D'autres questions? Alors, j'en pose une toute petite quand même, parce que je pense que c'est pour tout le monde. Est-ce qu'il y a une évolution? Parce que par exemple, les immunothérapies, bah, au départ, on ne savait pas trop les manipuler aussi bien que maintenant. Les chimiothérapies, certaines aussi.
Est-ce qu'on voit une évolution, une diminution, par exemple, du nombre de recours aux urgences et à l'AREA avec le temps? Ou est-ce que l'effet de masse et les nouveaux traitements, finalement, remettent des malades de nouveau en soins intensifs? Alors, je pense qu'à large échelle, enfin sur une échelle de temps plus large, il y a de plus en plus de patients d'oncologie en réanimation, et ça, c'est décrit dans la littérature. Tout simplement parce que le pronostic des patients d'oncologie s'est amélioré. Il y a de plus en plus de patients qui sont soit dans des traitements curatifs, soit dans des traitements à long terme avec des espérances de vie prolongées et qui donc sont admis en réanimation alors qu'ils n'auraient peut-être pas été pour réanimateurs des générations précédentes. Après, oui, vous disiez sur l'immunothérapie, c'est vrai qu'initialement, on voyait beaucoup d'immunothérapie, d'immunotoxicité en réanimation, notamment des myocardites. Je pense que ça a été, enfin, c'est de mieux en mieux géré par les oncologues. Il n'y a pas beaucoup de données dans la littérature, hein, il n'y a pas eu beaucoup de cohortes d'immunotoxicité en réanimation, mais notre expérience, c'est plutôt qu'il y en a moins sur les dernières années, notamment moins de myocardites. euh, Probablement parce qu'elles sont mieux dépistées et traitées plus précocement et de façon plus efficace. Maintenant, il y a des protocoles pour un traitement plus efficace des immunotox. Super. D'autres questions avant qu'on conclue? Dans l'auditoire, tout est bien clair. Bah, écoute, on te remercie à deux titres. D'abord parce que tu traites beaucoup de malades qui nous sont chers et qui sont parfois en grande difficulté et que vous acceptez volontiers des patients qui sont en première, deuxième ligne d'un cancer très grave sans vous poser la question de savoir s'il peut mourir sans cancer dans 3 mois ou disons sans nous empêcher d'en discuter. Ça, moi, je tiens à vous remercier parce qu'au quotidien, pour les patients qu'on soigne, je prends l'exemple de Paul Brousse avec les cancers du pancréas, du foie et des voies biliaires. C'est parfois difficile, j'imagine, de voir arriver en urgence un malade qui a une Xème complication de son cancer et en général, vous répondez toujours présent et ça, on vous en a très gré. Et puis ton travail, là, enfin, le travail de tes collègues, c'est vraiment super. Et typiquement, moi, je me dis que c'est là qu'on est content de commencer à démarcher aussi parce qu'on rencontre des gens comme toi et on rentre dans des univers qu'on fréquente peut-être pas assez, c'est-à-dire savoir ce que font les autres et comment ils le font bien. Je ne sais pas si d'autres ont des remarques là-dessus. Sinon, il va nous rester à remercier tous les auditeurs, de remercier encore une fois Alain Favreux pour son topo et puis Tristan Cuidenec. Et puis voilà, et puis pour l'organisation, Claire Richard, qui s'est quand même encore tapé de faire les diapos et tout le reste. Donc merci à toutes et à tous. Prochain webinaire, merci Claire, qui est toujours là quand il faut, le 6 mai. On va déterminer les thèmes là en fonction de ce qui s'est dit aujourd'hui, mais on espère qu'il y aura de plus en plus de participants parce qu'encore une fois, on se rapproche un petit peu de nos obligations de rendre une copie. Voilà, donc merci à toutes et à tous. Très bonne journée, très bonne semaine et à très bientôt pour le nouveau webinaire. À bientôt. À bientôt. Au revoir.